Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. De l'étrange, de l'improbable, du rocambolesque, tout le monde est occupé. C'est le titre du livre écrit par Christian Bobin en 1999. Un livre qui nous parle de nous-mêmes, sans grand discours et sans en avoir l'air. C'est un peu un conte de fées à l'envers. Tout commence par un mariage. Voici les premières lignes de notre ouvrage. Ariane buvait, dansait, riait, robe bleue, cœur rouge, un beau mariage. Boisson, danse et confidence, un château avait été loué pour l'occasion. Château, c'était beaucoup dire, plutôt une grosse ferme avec des salles immenses, des murs épais, des plafonds bas. Ariane buvait beaucoup, dansait beaucoup et riait encore plus. Personne n'avait jamais réussi à l'éduquer, à lui apprendre les bonnes manières. Les bonnes manières sont des manières tristes. Ariane n'était pas douée pour la tristesse. Elle aimait et elle voulait. Le reste n'importait pas. Vivre est si bref. Donne-moi ce que j'aime. Je n'aime que la vérité. Donne-moi ce que tu es. Laisse tomber ce qu'ont appris tes maîtres. Oublie ce qu'il est convenable de faire. Telle était la magie d'Ariane. Une rare plénitude d'être là, fraîche, simplifiée, simplifiante. Elle avait choisi son mari parmi 10 possibles. Ce mariage était jour de fête pour un homme et jour de deuil pour 9 autres. Un deuil réjouissant, enivrant, coloré. On ne pouvait pas en vouloir à Ariane, autant faire des reproches au printemps. Dans les contes de fées, mariage rime avec éternité. Et si l'éternité n'était pas ce qu'on croit? On confond souvent éternité et gravité. Or, l'héroïne de notre livre, Ariane, incarne à elle seule une nouvelle version de l'éternité. L'éternité légère. Voilà comment on pourrait appeler la modernité de ce personnage inventé par Christian Bobin. La légèreté du spontané, la légèreté du présent, de la présence, c'est peut-être plus efficace que la métaphysique pour exprimer ce qui nous dépasse. Ariane a la faculté de pousser instantanément au dernier plan les contingences matérielles qui envahissent nos vies quotidiennes. Vous savez, tout ce qui nous fait dire qu'on n'a pas le temps, qu'on a mieux à faire, qu'on est occupé. D'aucuns appelleraient cela les vanités. Vanité des vanités. Eh bien, sans en avoir l'air, Ariane nous recentre sur l'essentiel. Il y a des gens qui vous délivrent de vous-même, aussi naturellement que peut le faire la vue d'un cerisier en fleurs ou d'un chaton jouant à attraper sa queue. Tu me fais tourner la tête. De ce mariage naîtra une fille, Manège. Manège, c'est un drôle de nom. Ariane aura 3 enfants, Manège, Tambour et Crevette, chacun portant son prénom à merveille. Manège arrive au monde les yeux grands ouverts. Elle ne les ferme jamais. Manège observe le monde tourner autour d'elle avec de grands yeux tout ronds. Nuit et jour, elle garde les yeux ouverts. La première fois que Manège voit sa mère s'envoler, elle a 9 mois.
Elle fait connaissance avec les tomates naines pendant qu'Ariane lit un journal sur le banc devant la fenêtre. Elle est dans la jungle, Manège. Elle est plus petite que les piquets de tomates ou les rames de haricots. Elle ne craint rien de la jungle. Il y a dans le monde des choses qui piquent, qui coupent et qui pincent. Rien qui puisse vraiment faire peur à deux yeux perpétuellement ouverts jour et nuit. Elle avance dans la jungle, suivie par Rembrandt, docile, résigné. Rembrandt, c'est le chat. Elle mâche un brin de persil, avale une coccinelle. 1 heure passe. 1 heure pour un bébé. C'est comme 10 ans pour un adulte. Manège s'est frottée à des ronces qui poussaient au fond du jardin près du mur. Les ronces, ça fait un petit peu mal et ça vexe beaucoup. Vexée, Manège fait demi-tour. Elle revient vers la maison et découvre Ariane, endormie, flottant au-dessus du toit. Elle en déduit aussitôt quelque chose sur les mères en général. Je m'appelle Manège, j'ai 9 mois, et je pense quelque chose que je ne sais pas encore dire. Entrez dans ma tête. Mon cerveau est plié en 8, comme une nappe de coton. En 8, en 16, dépliez la nappe, voilà ma pensée de 9 mois. D'une part, les coccinelles n'ont pas bon goût. D'autre part, les ronces brûlent. Enfin, les mères volent. Bref, rien que d'ordinaire. Il n'y a que du naturel dans ce monde. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. Une mère qui vole. Quoi de plus naturel, n'est-ce pas? Nous allons découvrir avec Manège qu'en réalité, Ariane vole dès qu'elle est amoureuse. Elle vole, et pas seulement. Elle flotte dans les airs, elle flotte, et elle dort. Sourire aux lèvres, elle dort. Et comme elle dort, elle ronfle. Voilà ce que l'enfant retient des mères amoureuses. Ne dit-on pas qu'être amoureux fait planer? Et si ce n'était pas qu'une expression dans les yeux d'une toute petite enfant? Le visible n'est en somme qu'une si petite pointe de ce qui est vrai. Il est très difficile de soutenir le regard fixe d'un tout petit. C'est comme si Dieu était en face de vous et vous dévisageait sans pudeur en prenant tout son temps, un peu étonné de vous voir là. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Il y a dans ce roman de nombreux personnages. Il y a Lucien, malade de jalousie parce que sa femme est volage. Il y a Monsieur Gomez, qui était dans la finance et qui ouvre une épicerie depuis qu'il a retrouvé sa mère. Il y a Madame Carl, qui tient une grande galerie d'art. Léopold, le plombier, Mademoiselle Rosée, et j'en passe. Et puis, il y a aussi 2 personnages inattendus, le chat et l'oiseau. Un petit clin d'œil à Prévert, un autre au dessin animé de notre enfance. Le chat s'appelle Rembrandt, l'oiseau s'appelle Van Gogh. Voici comment Ariane parle à son chat. Je sais, mon vieux Rembrandt, qu'il est dans ta nature de manger les oiseaux. Je respecte ta nature et j'en suis même heureuse que tu l'aies gardée. Je tiens quand même à te rappeler qu'il est hors de question de croquer le canari. La raison en est simple, j'aime ce canari, et parce que je l'aime, il a un nom rien qu'à lui que je lui ai donné. Ce n'est pas n'importe quel canari, c'est Monsieur Van Gogh. Tu peux bien rôder autour de sa cage toute la journée, je t'interdis de le manger. Les noms et ceux qui sont en dessous ne sont pas comestibles. C'est vrai aussi pour toi. Tu n'es pas n'importe quel chat, tu es Monsieur Rembrandt. Tu l'es jusqu'à la fin des temps. Même quand vous ne serez plus, je garderai vos noms en moi, et je continuerai à les entendre chanter. Vous êtes 2 petites éternités, une à poil et l'autre à plumes. Si Van Gogh meurt un jour, ce ne sera que de vieillesse. Compris ?
De temps en temps, à l'improviste dans l'histoire, Christian Bobin leur donne la parole. Je vais vous lire l'un des dialogues entre le chat et l'oiseau. Je ne suis pas d'accord, dit le chat. Tu n'es pas d'accord? Avec quoi? Avec le titre du livre. Tout le monde est occupé. D'ailleurs, ce n'est pas un bon titre. J'aurais préféré Ariane, ou mieux, Rembrandt. Mais de quoi parles-tu? Je parle d'un livre où il y a beaucoup de personnes très intéressantes, à part un canari. Oh, merci pour l'allusion. Je n'ai pas lu ce livre, mais je suis d'accord avec cette phrase. Tout le monde est occupé. Ah, et peut-on savoir à quoi tu es occupé présentement? Je prends la lumière et je la transforme en chanson. Je vois, c'est une occupation à plein temps. Je suppose que tu n'as pas une minute à toi. Je ne fais pas que chanter, j'écoute aussi la conversation du tilleul avec le vent, le fou rire des feuilles dans la petite brise du soir. Eh bien, moi, j'ai mieux à faire que d'écouter le bavardage d'un tilleul perclus de rhumatisme. Moi, je me cultive. Je ne perds pas mon temps à me balancer sur un trapèze en chantant des airs de 4 sous. Qu'est-ce donc qu'être occupé? L'oiseau est-il occupé? Pourquoi le chat serait-il plus occupé que l'oiseau? Ce petit dialogue nous donne à réfléchir. Pourquoi mettrions-nous une hiérarchie dans nos occupations? Est-il seulement possible d'affirmer que chanter, rêvasser ou même dormir ne soit pas une occupation? Voici ce qu'en dit Manège, alors qu'elle est devenue une petite fille. Tout le monde est occupé. Tout le monde, partout, tout le temps, est occupé. Et par une seule chose à la fois. Monsieur Lucien est envahi par sa femme, Monsieur Gomez est obsédé par sa mère, Madame Carl ne pense qu'à sa carrière. On ne peut pas faire 2 choses à la fois. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dans la cervelle la plus folle comme dans la plus sage, si on prend le temps de les déplier, on trouvera dans le fond bien caché, comme un noyau, irradiant tout le reste, un seul souci, un seul prénom, une seule pensée. Et vous, quelle est en définitive votre seule et unique occupation réelle? L'agitation du quotidien, le travail, les rendez-vous, les échéances, les urgences, tout cela est bien envahissant, c'est vrai. Mais au fond, ce ne sont que des occupations de surface, des divertissements, comme les appellerait le philosophe Pascal. Au fond, tout au fond de nous, il y a un noyau irradiant tout le reste, comme le définit Christian Bobin. Parfois, c'est quelque chose qu'on cherche à fuir, quelque chose qu'on évite de voir en face. Alors, on s'occupe à 1001 autres choses, on fait diversion, on se dit qu'on en viendra à elle après, quand on aura terminé le reste, quand on aura le temps. C'est là une bien profonde réflexion que Manège a induite, l'air de rien. Peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. L'histoire d'Ariane se termine comme elle a commencé, par un mariage. Et ce tout petit livre nous parle en somme d'un sujet qui n'est pas souvent choisi, un sujet difficile qui a du mal à sortir de ses clichés. Le mariage. Quelle audace, monsieur Bobin! J'aimerais vous lire la façon dont il parle de la nuit de noces. Il s'agit ici du premier mariage d'Ariane. Écoutez. Il y a dans le mariage une part de jour et une part de nuit. La part de nuit vient de commencer.
Le sommeil a pris tous les invités sans exception. Ce qui va suivre ne doit être vu de personne. Quand cette partie de la fête aura eu lieu, les invités se réveilleront d'un seul coup et pousseront des cris de joie. Les danses reprendront, les bouteilles de vin circuleront à nouveau, mais il faut d'abord en passer par là. L'épouse qui enlève sa robe bleu ciel, la pose délicatement sur une chaise, plonge ses 2 mains sous son sein gauche, écarte les chairs et sort son cœur de sa poitrine. Le fait tourner lentement sous la lumière des néons, sans quitter son mari des yeux. Son cœur nu dans ses mains blanches. Elle traverse la salle à petits pas pour le confier à son mari. Le mari regarde, attend. Ariane marche, enjambe les corps endormis, renverse une flûte de cristal. Elle est maintenant à 2 mètres de son mari. Son cœur bat dans ses mains comme un moineau captif. Elle est à 1 mètre de son mari. Elle le regarde, elle voit l'ombre dans ses yeux, elle devine les années à venir, et que cet homme, ni d'ailleurs aucun autre, ne saura quoi faire d'un cœur aussi frais, aussi rouge. Elle hésite un moment, elle ouvre les mains un peu trop vite, le cœur tombe aux pieds du mari, qui ne fait aucun geste pour le retenir. En touchant le sol, il éclate en 3 morceaux. Elle aura donc 3 enfants. Elle ira leur donner le jour, là-bas, derrière la montagne. Sommes-nous dans le registre du conte ? Métaphore, symbole, poésie, comment pourrait-on parler autrement des espoirs sincères, des forces abasourdies ou immatures qui sont en jeu dans un événement comme le mariage ? On sent que glisser dans cette écriture fait appel à un peu de gravité dans la lecture. Et je laisse passer le vent. Mes envies s'éloignent, je leur tourne le dos. Pour sûr, aller chercher son cœur à pleines mains dans les chairs de sa poitrine, ce n'est pas léger ou anodin. On y voit Frida Kahlo, le sang, les fleurs. Pour autant, Christian Bobin ne dramatise rien. Il pose là un simple point d'orgue, souligne une dissonance, annonce un futur désir de résolution. L'histoire continue. Ariane est amoureuse. Elle plane, elle vole, elle ronfle, elle fait des enfants. L'histoire continue et la dissonance de départ se creuse, sans drame, d'elle-même, comme une évidence. D'autres mariages se profilent, et d'autres encore, jusqu'à ce qu'Ariane trouve enfin un homme qui plane, comme elle. Un homme qui, précise Manège, a gardé de son séjour dans les airs un pas discrètement dansant. Et mon cœur aussi. Christian Bobin nous parle du monde actuel, oui, mais pas forcément comme on l'attend. Tout le monde est occupé, c'est vrai, mais c'est en définitive une forme de liberté, de sincérité, de fraîcheur qui pourrait bien incarner la modernité nouvelle, affranchie des conventions et des carcans. Le mariage n'est plus ce qu'il était, et si l'idée du mariage entrait aujourd'hui en phase avec celle d'authenticité. Merci Monsieur Bobin pour cette audace, merci pour l'humour et pour la poésie. Vraiment, ce petit ouvrage est réjouissant. Je vous invite à aller le lire en entier et à visiter la page qui lui est consacrée sur notre site intitulé « Tout avec presque rien ». Merci à Marie pour le mixage, le site et les images. Je vous donne rendez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Abonnez-vous au Voyage littéraire pour découvrir régulièrement nos nouveaux podcasts. À bientôt.